Bon, fait que vous êtes prêts? On va commencer. On n'a pas notre petit jingle, mais ça on le rajoute après. Donc... Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 3, saison 2, et c'est un épisode spécial avec un invité tout à fait spécial que je vais vous présenter très bientôt. On est aussi en direct du Randolph Pub Ludique Rosemont, donc merci beaucoup au Pub Ludique. Si vous entendez des petits bruits de fond, pas de problème, c'est juste des joueurs qui s'amusent. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Mario Bros des jeux de société, le roi des tuyaux, Jean-François. Et aujourd'hui, nous avons un invité bien spécial. C'est un homme d'expérience dans le domaine du jeu. On pourrait presque dire une sommité, en fait, même si j'ai vraiment trouvé que c'était quelqu'un qui était pas assez connu pour tout ce qu'il avait accompli. Alors, c'est un statisticien dans diverses entreprises en France, dont au ministère de la Santé. Ensuite, professeur de mathématiques à Samarcade. Il vient s'installer à Montréal, fait ses armes au Valet de Cœur comme chef de projet pour la distribution. Il crée le Sphinx System, design la série Fin Finaux avec Kiki Gagne. Il a été gestionnaire pour plusieurs projets, dont la version québécoise de Flashpoint, Au Feu 911, travaillé sur les versions québécoises de Ses Chiens, Ses Cochons, Il est où le Minou, pour finalement cofonder sa compagnie en 2014, Tiki Édition, qui a édité 6 jeux jusqu'à maintenant en seulement 4 ans. Maintenant, il vit sur 2 continents sans vouloir arrêter sa lancée. Mesdames et messieurs, David Dupéret de Tiki Édition. Bonjour. Eh ben, je pensais pas à une présentation comme ça. Ça fait quand même une longue liste. En plus, je suis sûr que j'en oublie plusieurs. Ouais, mais quand même, là, ça fait beaucoup pour une seule et même personne. On va essayer de rester humble. C'est difficile avec un aussi gros background. Mais c'est gentil, ça fait quelque chose. ça rappelle, non, mais j'ai été vraiment impressionné en regardant ça. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on reçoit David Dupéret. C'est un très grand plaisir de te voir avec nous. Merci beaucoup de t'être déplacé. Merci de m'avoir invité. Entre tous les festivals différents sur plusieurs continents, d'un avion à l'autre, et il prend le temps ce matin de venir nous rencontrer au Randolph Pub Ludique Rosemont. Eh ben, merci de m'avoir invité. Je vais vous laisser initier le mouvement et moi je vais pagayer pour essayer de vous donner autant de belles infos que je peux. Magnifique, donc être à la hauteur de ta réputation. C'est ça. En tout cas, la hauteur de la réputation que vous venez de me donner. Enfin, on s'entend. Il y a un petit côté bluff là, hein, du coup. Comment être à la hauteur? Donc, en fait, comme à l'habitude, on va commencer par un petit tour de table, les activités ludiques qu'on a fait récemment. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu, qu'est-ce que vous avez fait de bon. Je sais pas si, d'ailleurs, JF, tu veux peut-être te lancer là-dessus. T'as-tu joué à quelque chose récemment qui vaut la peine d'être mentionné? Oui, absolument. J'ai essayé le jeu qui s'appelle Otis. Otis, une belle thématique aussi parce que c'est un jeu où chaque joueur va avoir des plongeurs. Des plongeurs olympiques? Non, c'est pas des plongeurs olympiques. C'est vraiment un univers style un peu steampunk, si on veut. Plongeurs sous-marins. Sous-marins, exactement. Ouais, Et chaque joueur va avoir un plateau personnel dans lequel il y a, je pense, c'est à peu près 9 plongeurs. Et chacun de ces plongeurs-là a une action spécifique. L'affaire, c'est qu'il y a 5 espaces sous l'eau, puis il y en a 3 par-dessus l'eau. Évidemment, tes plongeurs qui sont par-dessus l'eau, tu peux pas les utiliser, ils sont pas sous l'eau. Mais un plongeur sous l'eau, à ton tour, tu vas l'activer. Tu vas faire l'action de ce plongeur-là, peut-être mettre des ressources dans la case où tu l'as activé, et ensuite tu vas le prendre et tu vas le mettre au-dessus de la ligne de plongeur et tu vas pousser les autres vers le dessus. Donc à chaque utilisation, tu resets un peu le plongeur, tu peux pas l'utiliser pendant un certain nombre de tours, le temps qu'il redevienne sous l'eau. C'est un jeu vraiment de gestion de ressources où on va essayer d'aller chercher des bonnes ressources, les placer dans les bonnes positions sous l'eau pour accomplir des contrats qui vont nous demander de rapporter un certain nombre de ressources de certains types. Donc super intéressant, j'ai beaucoup aimé la thématique, la mécanique de jeu, l'espèce de glissement, parce que l'endroit où tu vas activer ton plongeur, en plus de son action spéciale, dans le fond, il y a deux trucs. T'sais. Premièrement, où tu l'actives, et deuxièmement, quel plongeur tu actives, ça va te donner une combinaison d'actions. Donc super intéressant à ce niveau-là, belle thématique, le jeu se joue en à peu près 1 heure. J'ai quand même aimé ça, par contre, petit bémol pour moi, les objectifs, c'est des objectifs qui sont tous ouverts.
commun à tout le monde. Donc, oui, durant la partie, tu te prépares, puis ça prend plusieurs tours de réaliser une mission, généralement. Mais le problème, c'est que tu te prépares pour une mission, et là, juste avant de la faire, un autre joueur la fait, et là, la mission, elle s'enlève, elle s'en va. Donc, oui, il y a des façons d'aller chercher des missions personnelles, les avoir dans notre main, puis il y a juste nous qui les a. Mais je trouvais que cet aspect-là de l'objectif commun qui s'en va trop facilement ou qui est trop... Un peu punitif, là. Ben, un peu punitif, puis en un tour, des fois, tout a changé. Puis là, toi, tu sais, ça prend plusieurs tours se préparer, puis placer les bons cubes aux bons endroits. Puis là, tout change en un tour. C'est un petit peu plate. Ça, c'est peut-être l'aspect là, que je trouvais peut-être un petit peu trop random pour un jeu aussi stratégique. Mais sinon, l'expérience était super le fun. Puis c'est un jeu que je voudrais quand même rejouer là, pour voir la profondeur des stratégies. Puis toutes les... Parce qu'il y a plusieurs types d'actions que j'ai peut-être moins utilisées aussi qui seraient à explorer. Donc, ça, c'est le jeu Otis. Magnifique. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer, toi, David. C'est un Ah jeu oui. que t'as joué. Ah non, celui-ci, non. Non? Mais Ok. C'est vrai que ça donne envie. Donc, j'irai y jeter un coup d'œil. Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, là, Otis, puis, tu l'écris Otis, comment? O-T-Y-S. Tout simplement. Tout Ok. simplement. Alors, comme à l'habitude, hein, vous allez retrouver la liste de tous les jeux qu'on va en discuter dans la description. C'était un commentaire que vous avez fait en grand nombre dans la première saison, mais tous les jeux vont être listés. Si vous n'avez pas compris le nom, allez juste voir ça, vous allez le trouver. Donc, David, j'imagine que toi, tu as plusieurs découvertes à nous partager, plusieurs activités. Oh oui, dès que tout le monde connaît, peut-être dès que les gens connaissent pas. Parmi les jeux que j'ai joués, parce que comme vous, je joue beaucoup, et il y a plein de choses qui passent sous le radar, et il y a un jeu qui a fait un peu l'unanimité dans mon cercle de joueurs. Vous savez que j'aime les jeux qui ont des règles relativement simples, mais qui s'expriment bien à travers ça, qui sont vraiment... et il y en a un qui est vraiment... Des jeux sorti du- élégants, hein. Élégant, voilà. Et parfois pas trop long en plus, ça aide aussi. Oui. Il y en a un dont le titre en français est à mon avis infâme, c'est con, parce que le jeu est vraiment très bon et grand public. Ça s'appelle Exposition universelle Chicago 1893. Voilà, comme ça tout de suite, ça fait un peu peur. Oh. Et pourtant super pas. C'est vraiment un jeu qui marche. Comment vous expliquer? Ça va être un jeu de majorité et d'essayer de récupérer des cartes. En fait, on a une sorte de grande roue au milieu de la table. Et autour de cette grande roue, dans différents lieux, vont s'accumuler des cartes. Et l'idée, ça va être à chaque tour d'essayer de placer ces ouvriers, mais j'aime pas trop le terme, en tout cas, d'essayer de poser des pions pour avoir des majorités à des endroits qui nous permettront de récupérer des cartes de différentes couleurs, qu'on va essayer après de transformer en réels points. Et pour ça, il va falloir réussir à accumuler en plus des cartes, il va falloir convertir ces cartes en réels points. La beauté du jeu, là comme ça, et c'est pour ça que c'est peut-être ce jeu n'est pas si connu, ou peut-être qu'il l'est, en tout cas nous on a eu du fun. Toute la beauté, c'est que les règles s'expliquent en 2 minutes. Quand c'est mon tour, je vais prendre des jetons et des pions à moi et les placer à différents endroits du plateau. Et les cartes que je vais récupérer vont vider on va vider des lieux et rajouter des cartes. C'est-à-dire qu'à chaque action que je fais, je suis en train d'offrir des nouvelles options Ah, ok, pour ouais, les pour les autres. autres joueurs. Oh. Et en plus, il y a une gestion hyper élégante, je trouve, du timing. C'est-à-dire que la partie va se jouer en plusieurs tours, 3 de mémoire. Et ça va avec une grande roue qui tourne. Et quand elle a fait un tour complet, on compte les points de la manche. Et donc, on va faire plusieurs manches comme ça. Le truc, c'est que la vitesse de rotation de la roue va se faire avec une couleur de carte, les billets de grande roue, qu'on va récupérer. Et donc, toute la beauté, c'est de se dire, ok, est-ce que là, j'ai besoin de temporiser un petit peu, de ralentir le jeu et d'essayer là, ou est-ce que j'accélère parce que là, c'est plutôt moi qui vais récupérer les majorités dans les différents lieux de l'exposition. C'est simple. Je pourrais l'expliquer pratiquement à mon père, qui pourtant n'est pas un... C'est un gamer? Non. Ok. Non. C'est super bien fait et clairement ça fait partie des jeux qui ont eu l'unanimité dans... Et peu importe ce qu'en pense Board Game Geek ou Trick Track et compagnie, je sais pas quelles sont les notes là-dessus. Mais t'as adoré ça. Nous, notre groupe, on Ouais. y a joué et depuis qu'on l'a découvert, et c'est il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on a fait déjà 4 parties. C'est un jeu Donc- récent, ça. Ah oui, c'est relativement récent, ouais. Puis après, bon, il y a des classiques. Qu'est-ce que j'ai aimé jouer? Probablement le jeu que j'ai le plus joué
beaucoup avec ma blonde en tête à tête, c'est Terraforming Mars. Cette ouais. dernière année, là, j'en ai aligné des parties. Ouais. C'est un petit peu plus velu, mais Ouais. On est des grands fans ici. c'est ça. ici, On en a se parlé parle souvent, beaucoup, vous savez, on voit qu'on n'est pas les seuls. Hein? Non, c'est ça, exact. Il est en circule. nomination pour Lance d'or de Cannes. d'ailleurs, absolument, cette année. absolument. Bonne Mais chance de l'emporter. mérité, et puis même ses extensions sont bien. Je dois avouer qu'ils ont été hyper malins pour Terraforming Mars avec l'extension plateau. J'étais vraiment dubitatif quand je vois arriver Ouais, un nouveau plateau. et ouais. vraiment avoir été capable de modifier les stratégies de jeu en offrant juste 2 nouveaux plateaux sur lesquels on pose, on pourrait se dire c'est rien dans un jeu habituellement, plateau c'est le parent pauvre d'un jeu de société, c'est l'endroit sur lequel tu poses des trucs, enfin, et là non. Moi j'ai trouvé bien pensé. ils l'ont bien pensé les. J'imagine que ça rallonge un petit peu la partie. Non, pas tant. Pas tant Pas que ça, tant, ok. les plateaux, non. Celui qui pourrait rallonger la partie, c'est plutôt le dernier Venus Next, Ouais, ok. mais Ouais. où j'ai. C'est bien, parce que c'est toujours cool d'avoir une nouvelle faction et compagnie, mais étonnamment, je l'ai trouvé, alors qu'il apporte des cartes, une nouvelle faction Ouais. et compagnie, je l'ai trouvé moins pertinent Que l'autre, que la que précédente. le plateau. Là, je dois avouer qu'ils m'ont bluffé, parce que je l'ai acheté en me disant ok, je vous aime vraiment, je vais vous soutenir. Mais bon, là, quand même, vous m'avez avec deux plateaux, et en fait, non. Ça roule Ah ouais, ça vraiment, marche très vraiment bien. très très bien. Ah, cool. Donc voilà, Terraforming Mars, et donc exposition universelle Chicago 1893, dans 2 genres différents, un très rapide, donc 40 minutes de jeu, Ok. hyper efficace, élégant, gestion de timing, gestion de majorité, et puis l'autre, bah, vous savez ce que Ouais, c'est. Terraforming, un jeu plus dense de cartes. Voilà. Mais j'avais une question justement sur World's Fair là, 1893. Est-ce que tu ressens la thématique là-dedans? Tu sais, c'est le genre de Ah, jeu, vu que la thématique non. est comme unique, Alors- c'est un de mes attraits envers ce genre de jeu-là. là. Alors, oui, non. En fait, C'est un euro, là. Alors, mais, c'est un euro, oui. Alors, en fait, je dirais que c'est presque le point faible. Plus ça va, moins je suis. Enfin, je veux pas dire que je suis pas fan des euros, mais j'ai tendance à faire. Enfin, je fais souvent partie des gens qui sont gênés quand la thématique, je la ressens pas. Ouais. Moi, le énième jeu où on va cultiver des carottes, des citrouilles et du maïs, je dois avouer que ça commence tout doucement à me. À tanner. mais voilà, c'est parce que j'en ai mangé beaucoup et que. Des carottes. Voilà, et des carottes et des moutons et voilà, et on en passe. Dans World's Fair, ils ont essayé d'amener la thématique à travers en fait les différentes couleurs de cartes qui apparaissent sur les différents lieux, etc. Ils leur ont donné du flavor, des petits textes de La saveur, de là, la des- saveur, et donc c'est vrai que ça c'est joli. Et en plus ça donne la teinte, il y a des personnages qui datent de l'époque, ça c'est plutôt cool. Mais comme c'est vraiment que du flavor, du coup ça ne... Tu les regardes pas, hein. Tu les regardes pas, et ça a même tendance à gêner le jeu. Parce que le jeu est basé sur une mécanique élégante, et donc c'est un petit peu. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire en plaquant ça, et c'est presque. Je dirais, c'est presque le point négatif de ça. Mais en même temps, ils étaient obligés parce que ça donne. Ah oui, mais ça prend ça, t'sais. Ça prend ça. Mais non, soyons sérieux, c'est pas. Ok. On n'a pas cette espèce d'immersion où on a l'impression. Que c'est l'expo universelle de Exactement. 1893. Mais jouez-le quand même, ça Ouais. vaut vraiment le coup, c'est bien fait quoi. Magnifique. Je crois que c'est Renegade qui fait ça. Ok, Hum, cool. de tête comme c'est ça. à suivre. Hein. On va essayer d'y jeter un coup d'œil. De mon côté, bon, on a déjà parlé pas mal de nouveautés et tout ça. Je vais y aller rapidement en fait sur on a sorti du placard un vieux jeu avec JF d'ailleurs pendant la période de pause. On a joué à Power Grid Electro Manager. Yes. Qui est le premier amour en fait de JF. hein. Absolument, absolument. Donc, je sais qu'habituellement on va parler de nouveaux jeux, mais c'est toujours cool de revisiter Ben oui, des ben oui. classiques. Friedman Freeze, hein, c'est un des Mhm. auteurs qu'on apprécie particulièrement ici à l'émission. Et premier amour de JF, c'est ce qui lui a fait sauter dans le monde des jeux. Définitivement. En Mais fait, ça a été reste mon... super bon. Oui, Ah, exact, ouais, exact. Ça a été excellent. mon jeu numéro 1 pendant longtemps. Le problème, c'est qu'on on avait de la misère à y jouer, puis on y a pas joué depuis Ah, parce que quelques l'attrait années de la quand même. nouveauté est toujours. Ah, toujours j'y ai un peu- rejoué il y a pas long, hein. Ça Ah. vieillit bien en fait. Ah, c'est hein. c'est Beau encore jeu très bon, d'enchères, c'est encore très beau bon. jeu Absolument. de prise de risque aussi un peu, et ça se joue à 5 joueurs hein, quand Mhm. même, puis c'est pas nécessairement plus long,
c'est un jeu qui va durer à peu près 1 heure et quart. C'est ça. On va gérer une usine qui produit des boîtes et des palettes. Palette. Donc, alors c'est très, très sobre au niveau de la mécanique, mais de la thématique, mais je trouvais ça vraiment intéressant de revisiter ce jeu-là, de voir que justement ça a vieilli toujours aussi bien, que c'était un jeu là, qui était très bien conçu à l'époque, puis je pense qu'il va continuer d'être très, très significatif là, pour les prochaines années. Là. Un jeu un peu moins connu, dans l'ombre peut-être de Power Grid, parce que c'est son jeu, peut-être un des jeux les plus connus, Les là, plus emblématiques. les plus emblématiques de Fred Freeze, mais dans la même un peu série, il a fait Electromanager ou comment il... Non, First Spark. First Spark et Electromanager. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, j'ai toujours apprécié plus Electromanager, que je trouvais qu'il était justement un peu plus basé sur le système d'enchères, qui est vraiment intéressant, dans le fait qu'on va sortir, on va développer dans le fond des technologies pour les donner à tout le monde dans une espèce de phase qui est très cool. Ouais, c'est un jeu avec multiples phases, c'est du classique Ouais, Fredman Freeze. Très clairement détaillé. Mais c'est moins pire, je trouve qu'il a mieux vieilli que peut-être Power Grid. Power Grid quand même. Là, je ça- le défendrai. Oh je là vais là, défendre oh là Power là, Grid. oh my Il suffit. God. Non, mais c'est encore un excellent jeu, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins bien vieilli, je trouve, par rapport à Electromanager ou d'autres jeux là, du genre. Il est très linéaire, le Power Grid, malgré tout. Là. Tu sens qu'il y a une course, puis tu sens qu'à mid-game, ça se peut que tu fasses comme « Ok, j'ai perdu », puis ça va être difficile de remonter. Ben, d'ailleurs, t'amènes ça, Reste, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les anecdotes de jeu en général. Quand on a joué cette partie de Power Grid, on était 5 joueurs, et à un certain moment, au 3e tour, je pense, il y a un des gars qui a dit « Ok, moi, j'ai chié ma game, les gars, c'est sûr que je perds. » Et là, il était comme désespéré, il pleurait presque sur sa chaise. Puis ça, c'est lui, il a tendance un peu à mettre ça plus dramatique. Il y que avait ça eu l'est un vraiment. super bon début. Il y avait eu un super bon début, et là, il a chié son tour. Fait que là, j'ai dit « Ok, on change de place. » On change de place. Moi, je prends ta place, toi, tu prends la mienne. C'est marrant ça. Et c'est rare qu'on accepte. ouais, Et là, ouais. tout le monde a accepté de le faire. C'est bon, moi, j'ai changé de place avec lui. Et finalement, en fait, j'ai éclaté la chart. J'ai complètement gagné. Et lui, il a fini dans le bas fond avec Ouais, ma il a partie. regretté d'avoir fait le Il a switch. regretté. Merci. Ouais, non, c'était magnifique. Mais Fait ça, que c'est sous-exploité en jeu. Faudrait un jeu où globalement tu joues les et gens tu... changent de place. Et hein. les gens changent de Absolument. place. Ça serait drôle. C'est un beau comme concept quand même, principe. surtout J'aime dans un ça. jeu qui est pas coopératif, mais Non. qui est comme. Fait que là, tu veux Non. bien jouer parce que tu fais des points à ton tour avec Ouais. qu'est-ce que tu fais, mais tu veux pas trop bien jouer parce que tu sais que le prochain joueur va Non, prendre ou la alors relève. juste t'es dans l'incertitude, tu veux Tu jouer sais au pas mieux, c'est mais quand. tu sais pas et tu sais pas c'est quand et tu sais pas si ça va arriver. Oh, je pense oui. qu'il y aurait vraiment Ouais. quelque chose où tu te dis ok, mais par contre ça nécessite un jeu sacrément balancé hein, pour faire un truc. Ah ouais, exact. Ou un jeu complètement éclaté. Ou, Ouais. donc, vous saurez, vous pouvez contacter Tiki sur leur site web. Ouais, vous avez un jeu comme ça, Vous avez un jeu, présentez-moi. il y a déjà On sait jamais. il y a déjà quelque chose. Je pense que ça fait pas mal le tour de la table. Il y avait quelqu'un qui avait peut-être quelque chose à rajouter sur ça, ou plus ou moins, non. Bon, vous savez, la nouvelle formule, on va essayer de conserver les épisodes d'une durée respectable. Avant, on se lançait sur des épisodes de 2-3 heures. Maintenant, Les on gens a- s'endormaient. Les gens s'endormaient, ne se rendaient pas à la fin, avaient pris déjà un coup de vieillesse quand l'épisode était terminé. On essaie de garder les épisodes autour d'1h15, 1h20 maintenant. Donc, on va tout de suite passer là, au cœur du sujet qui est notre invité David Dupéret. On a préparé quelques petites questions pour toi. En fait, on ne sait pas trop exactement où ça va aller. On a préparé plus qu'il en faut. Donc, on va suivre la conversation par rapport Comme à ça s'en va. Ouais, je vais commencer avec la première question. On a fait un peu un résumé non exhaustif de ta carrière dans le monde des jeux. Donc, on voit que tu as vraiment travaillé aussi comme gestionnaire de projet, comme co-auteur, comme auteur au Comme début. vendeur. Comme vendeur, exactement. Moi, avec, j'ai le été Valet. vendeur pendant des années au Valet de Cœur. et Donc, c'était ton cool. expérience est large dans le monde des jeux. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain point, là, quelqu'un qui a touché à autant de choses se dit « Ok, ben là c'est le moment d'éditer des jeux. Je me lance sans filet là, dans une nouvelle expérience et je vais éditer mes propres jeux. » Alors, ce serait plutôt prendre le problème à l'envers. C'est que quand je suis arrivé au Québec il y a des années de ça, j'ai arrêté ma précédente carrière parce que je voulais rentrer dans le monde du jeu. J'avais déjà l'idée d'édition. La question, c'était de comment y arriver. Et pour ça, il fallait que je fasse mes armes. hein. Et Donc c'était déjà le plan. Oui. Je voulais rentrer dans le monde du jeu avec quand même l'édition en bout de course. Donc, faut plutôt le prendre comme ça. Après, j'ai eu la chance que le Valet me fasse rentrer dans leur boutique en commençant par emballer des paquets cadeaux. Ah, c'est la première donc étape. C'était la hein. première étape. J'ai emballé des paquets cadeaux à Noël et puis
je me suis aperçu, j'aurais pas parié ça sur moi, que j'étais aussi un bon vendeur parce que j'aime bien écouter les gens, savoir ce qu'ils aiment. De temps en temps, je leur faisais remettre des jeux qu'ils prenaient dans l'étagère en leur disant ouais, là, c'est pas pour vous. Et puis au fur et à mesure, les gens me faisaient confiance sur ce que je leur présentais. Donc voilà, ça a commencé comme ça, mais j'avais toujours un petit truc dans ma tête qui disait quand est-ce que je commence l'édition. Et là, tout a commencé avec mon mentor, Dany Gagnon, qui est la patronne de Kiki Gagne, et Ted aussi. C'était les deux patrons du Valais aussi à l'époque. Et il y a Dany qui était sur un jeu qui méritait, on va dire, un petit peu de peaufinage, qui allait devenir fin finaux. Ah, magnifique. Voilà, et puis je crois que j'y suis allé un petit peu pas au bluff, parce que j'avais quand même une très bonne idée de ce que j'allais faire. Je lui ai dit, avec ça, je te fais un jeu, donne-moi 15 jours, et je te fais une mécanique qui tient la route. Oh, ça, c'est une histoire de film, là. C'est ça, et donc après, il n'y avait plus qu'à faire. 15 jours, c'est respectable. C'est ça, donc, elle m'a laissé la chance. Après, voilà, certains jeux, un jeu enfant comme Il est où le minou, où je disais qu'il fallait retravailler peut-être la forme. Donc on a retravaillé une sorte de packaging de Il est où le minou pour transformer quelque chose qui piquait les yeux en quelque chose qui soit attrayant. Parce que le fond était bon, mais par contre c'était une licence. Donc c'était un jeu qui provenait de Belduc, je crois. Et donc il s'appelait à l'époque je me rappelle plus du nom, mais en tout cas c'était la boîte piquait les yeux. Ah ouais, quand tu veux avoir une belle boîte, j'imagine dans les boutiques c'est important. Et donc là, ce jeu, ça a été la première fois où je me suis dit ok, comment on pense une boîte par rapport à un public, qui je veux toucher, et donc comment c'est une réflexion d'éditeur. C'est ça. Et donc grâce à Dany et à Ted de Kiki Gagne, ils m'ont laissé faire mes armes en édition. Et voilà, à partir de là, on va dire que la réorientation, et qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ma boîte, c'est simplement que je me suis retrouvé face à un jeu que j'avais vu lors des journées ludiques de Québec. Donc le Plateau d'Or. Le Plateau d'Or, qui était à l'époque Créationa, qui allait devenir Gaïa. Et vraiment, je croyais beaucoup à ce jeu. Je me dis, il y a... et je vais le présenter, y compris au départ, j'étais prêt à le faire avec Kiki Gagne. Ils avaient moins le feeling pour le jeu que j'aurais cru. Tu l'avais, ok. Et j'avais quand même envie. Et là est arrivé Justin Bazoge, donc qui était un ami et qui à l'époque était aussi avec Laurent Dolph, et qui m'a dit ok, t'y crois, on le fait. Et donc ok, on l'a fait. Et c'est comme ça que Tiki s'est lancé. Puis je pense que, sans me tromper, Gaïa, même 4 ans plus tard, reste encore un de vos jeux de votre fer de lance. Puis, là, je pense qu'on est à peu près, on doit être à 45 000 jeux vendus dans le monde. Là, cette année, en 2017, on est rentré et aux États-Unis et en Russie. Ok, tout un gros marché. Donc, gardez le même nom. Oui, absolument. Avec toujours le plaisir de voir une nouvelle fonte avec le Gaïa qui est voilà, qui juste savoir l'année dans le fond où Créationa s'est présenté au concours. Toi, tu étais juge. J'ai été juge, ouais, absolument. Est-ce que c'était la seule année que tu as été juge au concours du Oui, parce que est-ce que c'était la seule année? C'est vrai que ça date. Je crois que oui, mais peut-être je l'ai été 2 fois. Je ne sais plus. Première, j'ai peut-être été 2 fois. Je ne sais plus. Là, je dois avouer que ça se mélange un petit peu. On va rajouter ça dans sa biographie du début. Il faudra au Plateau d'Or. 1 ou 2 fois. Mais c'était vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé les journées ludiques de Québec. Par contre, j'y suis retourné plusieurs fois, ça oui. Juge, je sais pas si j'ai été 1 ou 2. Et c'était cool parce que là vraiment, on se retrouvait. J'avais l'impression de me retrouver face à un vivier de création qui était vraiment, ça pétillait quoi. C'est-à-dire que au Québec, ça crée du jeu quoi. Et pas un peu en fait. Il faut quand même pas se leurrer. Le Québec est une terre de jeux de société.
maintenant, je vis beaucoup en France. Je suis au Québec régulièrement, on va dire entre 3 et 4 fois par an. Parce que Tiki reste implanté au Québec et Justin, mon partenaire, est là la plupart du temps. Mais je vois si on devait faire un ratio par rapport à la population, ici, ça crée, ça joue et ça vend du jeu. Enfin, si on devait faire un rapport par rapport à une population plus grande que celle de la France, ça rigole pas. Et donc j'avais commencé à sentir ça aux Journées ludiques de Québec. Je me suis dit, ok, en proto, ça amène du lourd. Et donc voilà, j'avais vu plusieurs choses. Mais c'est vrai que Creationa, tout de suite, je me suis dit, ok, peut-être à lisser à droite à gauche, mais mécanique simple, efficace, ça me va. Et puis l'interaction. Je me rappelle qu'il n'avait pas beaucoup changé. Je l'avais testé avant, avant qu'il gagne, là, parce qu'il a gagné cette année-là d'ailleurs. Oui, on a vu des modifications, mais on voyait que la base était là. Ah bah, bien sûr. Je veux dire, on change quand même. Des jeux qu'on change de A à Z, c'est quand même assez rare. On va signer autre chose. Oui, je veux dire, ça peut, mais ça veut dire que là, typiquement, je suis face à un jeu T-Kids où on a beaucoup travaillé parce qu'il y a un principe fort derrière. Enfin, T-Kids, on en parlera plus tard, mais il y a un principe fort derrière. Et là, pour le coup, ça a pris plus de développement. Mais la plupart du temps, c'est quand même assez rare. C'est vraiment, on croit au principe qu'il y a derrière. Et là, on est prêt à faire un développement massif pour essayer de lui faire exprimer son plein potentiel. Pour des gros jeux, on fait quand même confiance à l'auteur, pour le meilleur et pour le pire. Ça répond un peu à une question que j'allais te poser. En fait, dans le fond, nous, on a eu d'ailleurs la chance de travailler ensemble pendant à peu près un an sur un projet qui verra pas nécessairement le jour maintenant, mais c'était quand même une expérience intéressante. Puis j'ai vu que tu étais quelqu'un qui s'impliquait beaucoup dans les projets. D'ailleurs, tu as été auteur, tu as été co-auteur sur certains de tes propres jeux chez Tiki. Est-ce que tu as un dédoublement de personnalité ou est-ce que tu veux t'éloigner? Alors, je pense que je n'éditerai plus jamais un jeu dont je suis l'auteur ou le co-auteur. À part là, alors on a un avantage là récemment dans Tiki, c'est que l'équipe de Tiki a grossi, donc on est passé de moi, on va dire en opérationnel, il y avait moi et avec le soutien de Justin comme parce qu'on n'aime pas forcément les mêmes types de jeux, donc il me permettait de trier un certain nombre de choses. Mais là maintenant on est 3. Donc ça grossit quand même, c'est une grosse augmentation. Voilà, c'est-à-dire que les erreurs que j'ai pu faire en m'impliquant, il faut savoir où on se positionne quand on est... j'imagine que c'est facile de vouloir toucher à tout, puis de vouloir micro-gestion. On peut le faire, mais je préfère maintenant me positionner qu'en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que si je fais une modification, c'est parce que je crois que ça va servir le jeu, soit pour toucher mieux une cible dont on pense qui est le cœur de cible du jeu, quoi, ou parce qu'on se dit, là voilà, là je sais que tu tiens à ça en tant qu'auteur, mais ça faut par exemple le mettre à la poubelle parce que tu es en train de polluer quelque chose, et donc c'est une discussion que tu peux faire quand tu te positionnes comme développeur, éditeur. Il faut savoir où on se situe. Et donc, voilà, je ne ferai plus l'erreur de me positionner comme co-auteur. Tout travail que je fais, c'est un travail d'édition. Et l'auteur, c'est l'auteur du jeu. Et on l'a vu justement en travaillant avec toi que tu amenais des idées, tu amenais des concepts, tu nous demandais de dire ok, on veut retravailler ça, mais tu nous laissais aussi la tâche de le faire. Dans le sens que tu laissais l'auteur s'exprimer puis d'exprimer le jeu comme dans la direction où il le souhaitait. Fait que j'imagine que c'est comme ça maintenant que tu vas gérer tes projets, vraiment... Autant que possible. Après, c'est vrai que de temps en temps, on fait des grands sauts quantiques sur un jeu. Je m'explique. C'est que j'aime bien opposer à un auteur quand on pense que son jeu mérite de s'exprimer dans une direction. Ce que j'ai fait avec vous à l'époque, c'est d'arriver, ok, voilà ça, qui est une idée quasi finie d'un truc, en disant voilà, maintenant on a ça parce que je pense que c'est une bonne direction. Contre-argumente, mais pas arriver avec ça serait bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, non. Avoir une idée précise. Voilà, on a développé, voilà, il y avait ton jeu, je pense que j'ai retouché la mécanique comme ça, ou on a retouché avec mes développeurs la mécanique comme ça, elle marche de façon différente, mais là tu as quelque chose à tester. Là maintenant, reviens-moi là-dessus. En quoi tu trouves que ce qu'on a fait c'est mieux, et qu'est-ce qui te gratte au milieu de tout ça? Au moins, je trouve que j'aime pas l'idée juste de pitcher des idées en l'air en disant non. Si on a vraiment quelque chose à dire en développement de jeu,
on le fait, et après l'auteur dit ok, je vois qu'on soit pas dans le flou. Ouais, exact. Ben, on sait aussi que tu es très dans le concret parce qu'à chaque fois, tu arrivé avec des nouveaux. Tu découpais du punchboard, tu découpais des nouvelles pièces, du nouveau Je design. suis un à chaque maniaque fois. là-dessus, je suis un maniaque du prototype. On est arrivé une fois avec. T'avais créé plein de cartes, puis t'es comme, ouais, c'est pas très bon finalement. Mais tu mets beaucoup d'efforts et d'énergie là, dans le développement pour aider le jeu. Là, C'est du distillat de temps, c'est-à-dire pour réussir des protos sur chaque jeu que j'ai fait, je pense que dire qu'on est à au moins une dizaine de versions qui ont toutes été prototypées et passées en carton, c'est un minimum. Après que moi j'aime en plus y mettre les formes, essayer de mettre des jolies illustrations et compagnie, c'est un peu mon faut avoir un peu de plaisir. Mon hein? doudou à moi, j'aime ça. Je sais que je le fais trop, j'ai des amis éditeurs qui me disent que je m'implique trop dans la forme du prototype, mais ça m'aide à penser. Ouais, puis en même temps, je pense que tu es quelqu'un aussi qui a une vision du matériel qui est vraiment, pas unique, mais qui est vraiment intéressante. Dans le sens que J'adore tu veux le matériel, l'optimiser, aller absolument. chercher le maximum. J'adore ça. J'adore j'aime qu'un jeu, j'ai envie de le toucher, j'ai envie de faire des... Et ça fait partie du truc. C'est pour ça que j'aime découper du carton. C'est pour ça que j'aime me dire c'est quelle forme ça aurait. Et c'est un puzzle, un jeu. C'est un puzzle qui fait intervenir des auteurs, une façon de penser, une mécanique, une règle, mais aussi des contraintes matérielles, des contraintes de quantité de matériel par rapport à un coût final, par rapport à une taille de boîte. par rapport à une taille de boîte, et il faut essayer d'assembler toutes ces pièces de casse-tête jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui tienne la route. Ah, c'est super intéressant comme truc. Puis un des bons exemples, je pense, par rapport à ça, c'est la boîte du jeu 1. Tu sais, qui est une boîte qui est juste un carton qui est plié, mais on s'amuse avec ça. Qui est super unique, mais qui doit réduire le coût, mais aussi qui rajoute une espèce de feeling au jeu. Que tu as réutilisé pour Rat Trap, si je me rappelle. Que j'ai réutilisé pour Rat Trap pour voir si un public qui ne soit pas un public de jeu de party, mais un public plus familial, est capable de l'ouvrir. Alors, il est capable de l'ouvrir, mais surtout était capable de se dire ok, c'est un type de boîte, parce que c'est une boîte qui est un peu plus souple, que je peux acheter. On s'est vraiment posé des questions. Est-ce que un public de jeux de dés et de cartes, comme c'est le cas pour Rat Trap, est-ce qu'un public de jeux de dés et de cartes veut une boîte en carton dur ou pas? Ou c'est correct si c'est un peu plus souple. Est-ce que c'est parce que l'avantage c'est qu'en faisant ça, on fait aussi un jeu qui est beaucoup moins cher et donc plus facile à l'achat. Parce qu'on en revient toujours. Faut pas vous leurrer. Le coût d'une boîte dans le coût de production, c'est massif. Moins le jeu est cher, plus la partie boîte du jeu est très très forte. Et donc... ça peut être, j'imagine, à un certain point, presque 50% du coût du jeu. On s'approche de trucs qui sera... on va peut-être pas aller à 50%, mais en tout cas, on est dans quelque chose... finalement, pas loin. Pas loin. Et là, ça nous a permis, parce qu'on avait fait ça, de garder ce coût très bas, tout en ayant des dés spéciaux, un punchboard, des cartes, et c'est un choix. On tire d'un côté, on rajoute de l'autre, c'est ça. C'est une forme d'origami quasiment, comment la boîte est faite, parce que vous regarderez la prochaine fois que vous jouez à 1 ou à Rat Trap, là, mais c'est... vous pouvez la démonter et la remonter. Ouais, c'est ça, exactement. Ça c'est risqué par contre, il y a des chances que vous puissiez plus la faire. Mais ça marche bien, Mais c'est super intéressant, comme on disait, là, tu joues beaucoup avec le matériel, puis ça, c'est un peu une innovation. On n'avait pas vraiment vu ce genre de boîte-là avant. Donc, merci. Non, c'est très cool. Puis moi, je considère que dans un jeu, il y a principalement la mécanique, la thématique et le matériel. Hein. C'est les trois composantes d'un jeu. Et souvent, dans les jeux de société, le matériel est tellement important, mais comme si c'était le mal-aimé un peu de ces trois composantes-là. C'est quelque chose qu'on va un peu moins penser, mais c'est le fun de redécouvrir ça, de s'approprier le matériel, puis de voir tout ce qu'on peut faire en disant, ok, au lieu d'utiliser tout ça, on va remplacer ça par 15 jetons recto-verso. Ça l'amène le jeu à d'autres endroits, c'est super intéressant comme truc, là. Mais ça m'amène, peut-être, là, on a peut-être fait un petit peu le tour de ça dans d'autres sujets là, qui m'intéressent par rapport à l'édition, surtout l'édition, si je peux dire, indépendant. Hein, donc là, tu as dit pendant longtemps, vous étiez une personne et un collaborateur dans le fond actif, donc vous étiez comme 1,5, 2. Là, maintenant, vous êtes 3,5 ou 3. Voilà, là, on peut dire 3,5, c'est bien. 3,5, c'est peu pour une équipe de ça, donc je peux dire un éditeur indépendant. Est-ce que c'est, et là je me doute que la réponse c'est oui, là, mais peut-être développer un peu là-dessus, à quel point c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, est-ce que c'est difficile d'être cette petite équipe
équipe quand on est face à des entreprises maintenant qui sont de plus en plus monstrueuses, avec Asmodée qui est en train d'acheter toutes les compagnies. Est-ce que d'ailleurs le plan c'est de vendre éventuellement? Ah oui, bien sûr. Non, Asmodée me dit, moi, c'est toujours une question de prix. Non, non, j'en connais un dans mon équipe qui dirait peut-être non. Question de principe, mais j'irai pas plus loin. Mais non, en plus, non, le truc d'être éditeur indépendant, ça a à voir. Alors, il y a d'abord le côté très enthousiasmant de la liberté. C'est-à-dire que on peut prendre nos propres risques pour le meilleur et pour le pire en se disant on va tenter quelque chose de très original ou quelque chose. On n'est pas sûr que les gens. On peut se permettre d'être un peu moins mainstream quand on est un éditeur indépendant, mais il y a aussi une contrainte, c'est-à-dire que la boîte a été créée en 2014 et il était grand temps que je fasse arriver du sang neuf. Que l'équipe se renouvelle, augmente. Pour une raison toute conne, c'est que c'est fatigant. Beaucoup d'éditeurs indépendants qui ont été seuls pendant longtemps se reconnaîtront dans ce que je vais dire. C'est que c'est sa race fatigant. Parce qu'on n'a pas de vacances, parce qu'il y a toujours quelque chose et qu'on est obligé de tout gérer. On va gérer du développement jusqu'à la production et toutes les merdes. Ouais, il y a énormément, il y a le marketing, oui, que les contacts avec les producteurs. Être éditeur, je dirais, moi ce qui me fait vraiment triper, c'est le développement. Le développement jusqu'à arriver à un produit fini, ça c'est vraiment, c'est jamais du travail pour moi. Mais par contre, entendons-nous, c'est la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire une gestion comptable, c'est une gestion de production, c'est dealer avec des gens qui sont en Chine, en Russie, aux États-Unis, etc. C'est essayer de gérer quelque chose où je sais qu'un Tiki, pour l'instant, on est beaucoup moins forte, c'est la promotion, parce qu'une personne seule peut pas tout faire. Et puis, parce qu'une personne seule n'a pas le goût à tout. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a des choses que j'aime en tant que David, et typiquement, la promotion, faire 1 million de posts Facebook, ou ce genre de choses, ça me casse les bonbons. Donc, quand ta page Facebook se fait fermer à cause d'auto-promotion ou je sais pas trop, de système automatisé sur Facebook. Ça m'est jamais arrivé. Une petite anecdote du passé qu'on va glisser sous le tapis. Non, là pour l'instant, de mon côté, ça n'est encore trop jamais arrivé parce que c'est des pages pro, mais je sais que c'est arrivé à certains, ce genre de petites choses. Et donc voilà, être éditeur indépendant, c'est tout ça. Après, je pense que l'avenir d'un éditeur indépendant, le Scorpion, Christian, si tu m'entends, l'a fait en s'entourant désormais de personnes aussi. Moi, je le fais plutôt parce que je suis plus vieux que lui et que j'ai moins d'énergie. Et que le move qu'il a fait en sachant s'entourer de personnes de qualité et qui clairement, le Scorpion a toujours été une super bonne compagnie. Ça a été un peu un modèle de compagnie pour moi. C'est comme ça que j'aurais aimé faire évoluer ma... D'ailleurs, j'allais faire un comparatif là, avec un qui est selon moi un des éditeurs indépendants au Québec qui s'est extrêmement bien positionné. D'après moi, c'est que le début là, avec les prochains jeux qui sont annoncés, d'aller chercher des hits si on veut. Là, je pense que ça c'est un peu le but là, quand t'as ton cheval de combat que tu sais qu'il va être stable, après ça, tu peux te permettre peut-être d'expérimenter un peu plus. C'est ça. Et donc là, au bout d'un moment, on fait tous la même chose. C'est qu'il faut réussir à s'entourer pour pouvoir faire plus et mieux, ou mieux et plus, ça dépend de quelle ordre on veut les faire. Parce que de toute façon, je dirais qu'après 3 ou 4 ans, en tout cas moi je l'ai ressenti, c'était soit mourir, soit grossir. Parce que si je stabilise là où j'en suis, l'énergie, je vais la perdre au fur et à mesure parce que je vais être claqué. Tu pourras pas avoir le momentum seul. Voilà. Et donc, ça fait que là, par exemple, on a décidé avec Tiki de faire une pause qui n'est pas une vraie pause. C'est-à-dire, on ne sort pas de jeu en 2018 à proprement parler de nouveautés, parce qu'on met sur la glace tous les jeux qu'on a. Et on en a plusieurs. Et on a décidé ok, on est 3 maintenant, on va trouver notre rythme que chacun ensemble, trouve sa place. Et on va développer tout ça et sortir ça tout début 2019. Parce que justement, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est vrai que, comme on dit dans les séries, c'est le saut du requin.
parce que ça passe ou ça casse. Pour l'instant, on a des jeux qui marchent. On a le Infamy, Gaia qui continue à fonctionner parce que quand on est rentré donc aux US et en Russie encore l'an passé, donc on a Rat Trap qui fait ses débuts depuis Noël. Il vient de sortir depuis Noël là. On est en train de travailler l'international. Donc on va travailler sur notre catalogue pendant cette année. Et là, il faut que 2019... ça va être une grosse année. Là. C'est ça. Et quand tu parlais de pertinence, de trouver des hits, c'est ça, c'est qu'on peut plus se permettre l'à peu près. L'à peu près, ça suffit. Et surtout, un jeu bon n'est pas suffisant. Tout éditeur le sait, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait pas. Le succès commercial, ça va au-delà de faire un bon jeu, même si souvent ça va ensemble. Absolument. Là, je rentre de Nuremberg. Donc là, il y avait Nuremberg la semaine passée. Là, la semaine prochaine, je vais à la New York Toy Fair et après, je vais au Festival de Cannes. Et des Nuremberg et des Essence, ça rend humble. C'est-à-dire que tous les éditeurs qui travaillent, comme je l'ai fait au départ dans leur cave, oublient qu'ils luttent contre des monstres et qu'on est des nains. On est vraiment des nains. Et qu'il va falloir qu'il y a une étape à franchir pour pouvoir devenir se sécuriser, être stable, voilà, en tant qu'entreprise, être stable en tant qu'entreprise à un niveau plus haut. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. Mais quand on voit que le nombre de jeux qui sort chaque année se multiplie, là, on est rendu à quoi, 4500 jeux à peu près par année. Quand tu dis en tant qu'éditeur indépendant, ok, cette année j'en sortirai pas, on voit justement le rapport de force là, par rapport au gros de l'industrie. Là. D'ailleurs, je veux pas trop te challenger ou rien, là, mais on parlait de hit et tout ça, puis moi je considère que pour un éditeur, au final, le but c'est de sortir des jeux qui vont se vendre, hein, sinon ça reste voilà. sans nécessairement devenir, si on veut, là, une pute commerciale, c'est pas ça l'idée, parce que maintenant on le voit, les jeux qui se vendent, c'est pas des jeux bonbons, il y a des jeux excellents qui font des cartons. Absolument, Terraforming Mars. C'est ça, c'est un très bon exemple d'un auteur quasi inconnu qui sort son premier jeu. Mais je lisais donc sur Tiki, tout ça, et au début je voyais, il y avait une espèce de mission d'entreprise qui était de faire la promotion d'auteurs canadiens. Et je regardais tous les premiers jeux qui ont été faits, et c'est pratiquement tous des jeux avec des auteurs qui sont, voire inconnus, là, qui en sont leur premier jeu. Et tout ça. J'imagine qu'au début, c'est quoi l'idée derrière ça? Est-ce que c'était vraiment de faire la promotion ou la difficulté de travailler peut-être avec des auteurs qui sont plus établis? Est-ce que cette mission-là change graduellement? La mission change graduellement. Enfin, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est juste que, au départ, il y a vraiment eu un changement, on va dire. J'ai ressenti un changement dans la manière dont des auteurs m'abordaient il y a un peu plus d'1 an. Où d'un coup, je me suis retrouvé avec toujours des jeunes auteurs, et j'adore travailler avec des jeunes auteurs parce qu'encore une fois il y a une fraîcheur et une naïveté. Et quand je dis naïveté, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif du tout. C'est-à-dire ils arrivent avec quelque chose qui parfois est imparfait, mais en tout cas qui peut sortir des sentiers battus. Mais de l'autre côté, je me retrouve avec des noms qui commencent à m'apporter leur jeu et après, il faut aussi regarder tout ça. Non pas que je veuille signer des noms, c'est pas spécifique. Là, par exemple, parmi les jeux qu'on a déjà signés, il y a un jeune auteur qui, à mon avis, Jean-Philippe Sahu, qui va être amené à, je pense, de très belles choses dans très peu de temps. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de jeux de lui parce qu'il pense bien. Bref, mais c'est vrai que d'un coup, on se retrouve avec des noms, on va appeler ça comme ça, qui viennent nous voir et qui nous proposent des jeux. Et c'est vrai que... ça fait réfléchir un peu. Ça fait réfléchir. Surtout quand le jeu, il doit arriver et il doit être beaucoup plus près, beaucoup moins d'investissement en développement. En plus, ça vient avec un nom. Il y a quand même des gens... Alors, le nom... On s'en fout un peu. Je dois avouer que ça, c'est vraiment un truc. De temps en temps, c'est ce que j'appelle de la branlouille de gamer. C'est que les gens qui achètent les jeux, les gens qui vraiment regardent le nom, il y en a pas beaucoup.
Absolument. Par contre, des auteurs qui ont déjà plusieurs fois fait leurs preuves connaissent un certain nombre d'erreurs à ne pas faire, ou en tout cas arrivent déjà avec des jeux ils présentent pas un truc qui est tout croche. Ouais, c'est pas un proto troisième test. C'est ça. Ça Ça a été roulé et c'est solide. Et c'est vrai que c'est quand même plaisant d'arriver avec un jeu où on se dit, ok, hit, pas hit, c'est toujours difficile à dire parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour ça. Mais honnêtement, ça a Mais l'air je vais passer solide. 1 mois en développement au lieu d'1 an. C'est quand même intéressant, j'imagine, au niveau juste des coûts et de l'effort qui est mis là-dedans. Tu peux te concentrer sur d'autres choses. On peut se concentrer sur d'autres choses. Magnifique. Ben, en fait, tu parlais un petit peu tantôt du dernier jeu que vous avez sorti, si je me trompe pas, c'est Rat Trap. Tout à fait, ou Comme des rats en français. Comme des rats, ok. Donc, ben, peut-être nous... Enfin, en France. En France. Au Québec, c'est Rat Trap. Oui, parce qu'en fait, notre distributeur québécois, donc Distribution Le Valais, voulait une version bilingue. Parce que au Canada, ils voulaient pouvoir le vendre partout. Donc on est parti sur Rat Trap avec la version... Comme il n'y a pas de texte sur aucun du matériel, on fournit les règles en français et en anglais à l'intérieur et c'est ça. Donc oui, pardon. Ben non, pas de problème. En fait, donc ça c'est comme ton nouveau jeu. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont arriver, mais bon, on voudrait que tu aies la chance de faire peut-être un petit peu la promo de ce jeu-là. Donc en mettant Elevator Pitch, Rat Trap, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est quoi l'attrait? Rat Trap, c'est un jeu qui a été... c'est notre premier vrai jeu familial. Il a été développé pour vraiment faire jouer papa, maman et les enfants. C'est pour ça, la version de base... tout le monde joue ensemble. C'est ça, on va dire, on prend des enfants 7 à 10 ans et des parents, ils peuvent jouer ensemble. C'est là-dessus qu'on a vraiment roulé le jeu en festival. L'idée, c'est un jeu où on joue des rats qui allons essayer de nous associer pour essayer de trouver du fromage. On a des paquets de cartes sur la table, posés face cachée sur la table, qui représentent des lieux dans une maison. Et il n'y a pas beaucoup de types de cartes. Il y a des cartes avec du fromage, c'est ce que vous voulez. Des cartes avec de la chance, un trèfle à 4 feuilles, donc voilà. Et surtout, ce que vous voulez éviter, les tapettes à rats, les pièges à souris. Quoi. Les pièges à souris. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de piocher là-dedans pour essayer d'accumuler devant nous les cartes avec du fromage, éviter les pièges à rats, et la chance, ça veut dire que si je tombe sur un piège, je ne prends rien. Ouais. Mais toute la beauté, et c'est ce qui a fait que moi j'ai vraiment tripé sur ce jeu quand on me l'a présenté à Essen l'an passé, c'est la mécanique d'action. Comment on fait pour piocher? C'est que quand c'est mon tour, je roule des dés. Les dés en fait donnent des actions simples. J'ai le droit de piocher, je peux piocher 2 fois. Je peux envoyer le chat sur quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent d'une tapette à rats, je lui donne un petit pansement, ou je peux me soigner. Les petits pansements, quand on prend une tapette à rats ou quand on se fait envoyer le chat dessus, si on en a 3, la manche s'arrête et nous on perd toutes nos cartes. Donc on va essayer d'éviter ça. Ce qui m'a plu, c'est que on roule les dés, c'est facile, donc on sait si on pioche, etc. Mais j'ai pas le droit d'utiliser mes dés. C'est un jeu de collaboration, c'est-à-dire que je suis obligé de demander, voir autour de la table à qui je donne mes 2 dés. Ouais. Et lui décide, ok, on peut en parler. Là par exemple, j'ai un dé qui me dit je peux piocher une carte et un dé qui me dit j'envoie le chat sur quelqu'un. Si je te donne ça, est-ce que tu me rends le dé avec je pioche une carte? Tu peux me dire oui, ok, je te donne mes dés et là tu me rends ce que tu veux. Ah ouais, là il n'y a pas de contrat. Hein. Voilà, et donc en fait le principe est tout simple. Je lance mes dés qui me disent ce que j'ai le droit de faire, je suis obligé de donner mes dés à quelqu'un et ce quelqu'un me rend le dé qu'il veut et garde l'autre pour lui. Et donc ça crée une sorte d'interaction permanente. On y a joué, la règle s'explique en 5 minutes et donc c'est vraiment pour ça qu'il est fait pour la famille. Simplement nous on aime s'amuser à Tiki et que comme on a vu qu'il faisait aussi un bon petit filler gamer, on a décidé d'y inclure aussi une deuxième règle qui est la règle avancée qui permet de faire intervenir des rôles avec des actions spéciales, des rôles secrets pour chacun et plus de dés qui permettent de ne pas avoir une interaction entre 2 joueurs à chaque tour mais une interaction entre 3 joueurs. Ça reste un jeu très léger, on voulait un jeu petit format avec du beau matos à l'intérieur, une règle un peu maligne Le côté de négociation, il est intéressant parce que souvent dans des jeux comme ça... c'est de la négociation light, c'est de la négociation pour tout le monde. C'est un tout petit jeu de négo, mais souvent justement ces jeux-là, c'est rare qu'ils fitent bien les petits jeux comme ça. Puis on avait eu la chance de le tester là, la dernière fois qu'on s'était vu. Et moi j'avais bien aimé ce côté-là justement de négociation, mais... en 15-20 minutes, pas... oui, c'est ça, c'est une partie, c'est réglé en 20 minutes, oui, maximum. Bon, ben, je pense que là, on atteint pas mal la fin de la partie entrevue. On veut pas trop dépasser le temps. On va peut-être juste finir avec la question classique.
bon, tu nous as parlé un petit peu de la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, en fait, pas grand-chose sur les tablettes, mais beaucoup de choses dans le back-office, si on veut. oui. Peut-être si tu veux juste nous dire un petit peu, là, c'est quoi les projets, nous résumer ça simplement. Alors, les projets, c'est... Ah oui, dans le fond, ben, justement, Tiki Kid, là, tu l'as mentionné un petit peu tantôt. Je pense que ça, c'est intéressant de l'avoir. C'est la nouvelle ligne de Tiki. Donc, j'ai un de mes nouveaux partenaires qui est un éducateur spécialisé qui nous gère des partenariats avec des ludothèques, des garderies. Ce qui fait que tous nos jeux vont être maintenant testés. Nos jeux petits sont testés chaque semaine pour voir comment ça fonctionne. Et donc, on va arriver avec une nouvelle ligne en 2019 avec 2 jeux petits. 4-7 ans, c'est ça? C'est ça, on va avoir un jeu de Frédéric Moyersin, c'est l'auteur de Saboteur, qui va être un jeu 4 ans, et un jeu de Jean-Philippe Sahu qui va être un jeu 5-6 ans. On est en train de bien calibrer quel est le vrai âge. On ne veut pas faire du coup de bluff en disant c'est un 5 ans, mais en fait c'est un 8. Donc là, on est en train de vraiment calibrer. J'imagine que c'est un défi au niveau des jeux pour les enfants, de setter l'âge. Et ça, c'est le fait de travailler avec des ludothèques et des garderies. Les gens qui sont là-bas, ils aiment vraiment le jeu. Et ça leur casse les bonbons quand ils se retrouvent avec des jeux qui sont étampés 7 ans et qu'en fait, il faut avoir 12 ans pour y jouer. Ouais. Et donc, du coup, eux nous font aussi des retours en disant... et ça, c'est vraiment utile. On va essayer du coup de ne pas mentir sur le vrai âge des jeux. Et ils vont nous aider à ça et ça, c'est cool. Donc, on a ça. On travaille actuellement avec Kiki Gagne pour faire la version France Benelux de Finfino où j'ai un autre de mes partenaires, Julien, qui est en train de bosser fort là-dessus. Il est en train, on a une idée, il a des idées sur comment faire un jeu de questionnaire qui n'a rien à voir avec ce qui s'est sorti. Et puis voilà, là, il va y avoir une belle chose là-dessus. Pour les jeux de stratégie, je vais être un petit peu plus secret parce que on a on te réinvitera peut-être fin voilà. 2018 pour que là tu on a nous, il y a 2 jeux qui m'ont fait de l'œil dans le, on va dire dans le timing, quantité de règles d'un Gaïa. Il y en a 2 qui m'ont fait de l'œil et on est en train de négocier avec sur ces 2 jeux, mais tant que rien n'est fait, voilà. Et puis depuis pas longtemps, on a un nouveau jeu là où c'est pareil, on est en phase de négociation avec les auteurs pour un jeu de parté, mais qui va être un jeu, allez, appelons ça un jeu de dessin. Un jeu de crayon. Mais ouais, un drôle de jeu de crayon. Donc 1 an de pause pour les tablettes, mais beaucoup de travail dans l'ombre. Voilà, normalement, on va faire il va y avoir une phase de promotion qui va apparaître, qui va commencer fin de l'été jusqu'à Essen 2018, où là, les jeux qu'on est en train de faire vont commencer à être exposés, juste pour que les gens sachent ce sur quoi on travaille là pour l'instant. Mais oui, c'est ça, c'est que comme on ne sort rien en 2018, on est un petit peu prudent. C'est bien, hein, j'ai bien hâte de voir tout ça. Hein, mais dites-vous entre 4 et 5 jeux. Oh, ok, wow. Alors grosse année pour une compagnie qui a sorti jusqu'à maintenant 6 jeux en 4 ans, 5 jeux en 1 an et demi, ça va être c'est excitant de voir ça. En fait, je trouve ça vraiment cool de voir que là c'est effervescent. Là. On en revient à la beauté de travailler avec des gens, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été tendance à être un peu un control freak, à bosser tout seul et là, je me suis aussi assoupli, c'est-à-dire que je me suis pas le choix quand tu te retrouves avec des collaborateurs qui ont quelque chose à apporter. Exactement, et ils ont vraiment quelque chose à apporter et je pense que c'est aussi grâce à eux que... Enfin, c'est grâce à eux que Tiki va aussi prendre une autre ampleur. Magnifique. On va peut-être conclure la partie entrevue rapidement comme ça. Si les gens veulent suivre un peu ce qui se passe avec Tiki, c'est où la meilleure plateforme Facebook, notre site, mais Facebook, ouais. On essaye de faire des news là-dessus quand on peut. Pas assez pour l'instant, mais ça va s'améliorer. Parce que maintenant on va avoir un peu plus de temps. Un homme, non, mais on va pouvoir se partager un peu plus la tâche. Ouais. Encore une fois, hein, ça a toujours été un peu notre. Il y a des gens, on me répète, ouais, mais fais de la promo. Ça me. Voilà. Moi j'aime développer des jeux. Moi j'aime faire des jeux cool. Mais on s'y met. Notre Facebook, on essaye de l'approvisionner chaque mois quand même. Magnifique. Donc Tiki Édition Inc. sur Facebook si vous voulez suivre ça. Ou YouTube pour les vidéos. Ou YouTube
YouTube pour les vidéos. D'ailleurs, bon, c'est ça, exact. On arrive dans la dernière partie de l'épisode et là, j'accélère le rythme de ma voix parce que c'était trop intéressant. En fait, on a, Désolé. on a explosé les questions. Absolument. Ouais, va falloir te réinviter où il aurait fallu se dire, ok, on fait un épisode en 2 parties sur David Dupéret. Mais bon, donc on va accélérer un petit peu les choses. On arrive maintenant dans le segment qui m'excitait le plus au départ, mais finalement, je sais pas trop. J'ai vraiment hâte. Je suis désolé, de voir. j'ai trop parlé. Non, c'est parfait. En fait, c'est nous, on n'a pas pu se limiter dans les questions, mais c'était parfait comme ça. On arrive maintenant sur le top 10 de l'invité. Donc, le top 10 de David Dupéret. Je pense que qu'est-ce qu'on peut peut-être faire, c'est une espèce de formule hybride où donc de 10 à 5, tu fais juste nous présenter Alors, le jeu. super pas. Jamais je vous ferai un ordre dans ce top 10. Ça, Oh, ok, là, il y a pas de non. Bon, C'est ben, déjà ok, suffisamment donc- compliqué d'essayer d'extraire. J'ai essayé d'y aller au feeling des jeux que j'ai joués, rejoués. Il y en a, vous les connaissez, d'autres vous les connaîtrez peut-être pas. Certains peuvent avoir pour d'autres des mauvaises raisons d'être là, mais je les aime tous. Bon, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ça va peut-être être déchirant pour toi parce qu'on sait que tu as travaillé sur cette liste-là. On va y aller à l'instinct. Vas-y avec un jeu, on en parle et on va en faire le plus possible. Ok, ça Ok, roule, on y va. donc, Alors, des jeux que j'adore, on va y aller sur... Alors d'abord, je vais commencer un gros coup de bluff, une trilogie qu'on appelle la trilogie des masques, qui est en fait 3 jeux, magnifique. Tikal, Mexica, Java. Voilà, ça c'est des jeux qui me font quelque chose. On se retrouve avec... On parlait des règles qui tiennent... Tikal, Mexica, Java sont tous basés sur un système de points d'action, c'est super simple, mais... Vous savez, ces jeux où on se dit, ok, quand on sort un jeu à point d'action, arrange-toi pour qu'il soit au moins aussi bien que ça. Et donc, ça m'amène. Donc, par exemple, typiquement Tikal, je peux l'expliquer à un enfant de 8 ans. C'est-à-dire, t'as 10 points d'action, tu vois, si t'en dépenses 2, tu peux, pour chaque point d'action, tu peux te déplacer de là-dessus. Et puis, si t'en dépenses 2, et c'est marqué, la règle, elle tient sur un rappel qui acte fait de 10 jeu. cm par 8 cm, quoi. ouais, absolument. Et on sait jouer avec ça, c'est une tuerie. Ça reste que c'est des jeux qui sont, comme tu dis, très simples à expliquer, mais moi je trouve très complexe à maîtriser. Hein, Oh parce là que là. Oh là là. tu peux l'expliquer à un enfant, mais il pourra pas jouer. Hey, Ben, il va oui, jouer, il va mais, jouer, mais comme tu sais, les échecs, ouais, on peut dire la même exactement. chose. Donc t'apprends vraiment avec le temps les stratégies. Avec puis- une petite... Beaucoup de gens connaissent Tikal, je ferai une petite note plus sur Mexica, qui est parce que j'aime les jeux méchants. Et à mon avis, Mexica, c'est Tikal avec un cran de méchanceté en plus, où on peut vraiment pourrir la tête de quelqu'un. Et je dois avouer que moi, ça me dérange pas dans les jeux. Je peux être plus consensuel, peut-être parfois dans les jeux que j'édite. Mais dans les jeux que tu joues. Dans il y les a jeux pas que de je problème. joue, un fond de méchanceté me dérange pas. Juste peut-être une petite note pour dire, tu disais la trilogie des masques, mais à l'origine, cette C'est terminologie... c'est une trilogie de Kramer, donc qui a pris 3 noms, donc Tikal, Mexica et Java. Exactement. Petit clin d'œil, ils sont actuellement réédités dans des versions collector. Et, Ah ouais, versions magnifique, superbes, là, hein. magnifique, mais à l'origine, les boîtes, bon, c'est des boîtes un peu, quoi, genre, style Ravensburger, Ah ouais, ouais. Les premières, tu sais. absolument. Puis, ben, sur la boîte, c'est des masques. Fait que, Ouais. masque, Voilà, c'est pour ça qu'on a maillot, appelé ça la trilogie des c'est ça, masques à exactement, l'époque. c'est la- Donc, inaltérable. Puis en fait, tu sais, moi je suis pas tant un fan, mais je suis pas tant un fan parce que pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas joué beaucoup à ces jeux-là, mais j'ai joué énormément aux jeux de Torres. Oui, ouais. Qui, selon moi, aurait tout à fait sa place. Complètement. C'est le même J'ai hésité, système hein. de points d'action J'ai hésité et à le mettre. avec la construction en 3D qui Mais est il faut super choisir. intéressant. Oui, c'est clair. Donc, et comme on est limité dans le temps, donc la trilogie des masques, on continue maintenant. Avec Alors, la suite. comme j'adore les jeux d'enchères, je resterai toujours un fan devant l'éternel de ce vieux jeu qui est Modern Art ou Art Moderne, où pour moi, voilà. Pourquoi ce jeu reste pour moi mythique, c'est que il aborde 4 façons ou 5 façons, cinq façons de faire des enchères, et elles ont toutes une utilité. C'est-à-dire que c'est un jeu ultra simple. Je veux dire, c'est le jeu d'enchères dans sa façon la plus pure. Sauf que chaque mode d'enchère, quand on sait y jouer, avantage mon voisin de droite, mon voisin de gauche ou quelqu'un. Et donc, quand on sait bien jouer à ça, et j'adore Modern Art, on devient un vrai monstre. C'est-à-dire, ok, là j'ai JF à ma droite, donc je veux l'aider lui, donc je vais faire une enchère à un tour parce qu'il va être le premier à parler. Donc si je mets le bon prix, c'est lui qui va avoir, et au moins toi, je suis sûr que tu vas pas parler. Si je lance une enchère, si je ne connais pas le prix, je vais essayer de sizer un peu le marché. On va faire une enchère cachée où tout le monde, et on va voir qu'est-ce que valent vraiment actuellement, qu'est-ce que les gens pensent. C'est un jeu qui est
complètement player-driven et j'adore ça quand c'est les joueurs qui... Si on joue avec des gens qui sont passifs, le coût va baisser. Si on joue avec des joueurs qui sont actifs, d'un coup, on va se retrouver avec des enchères fabuleuses. Donc bref, Modern Art, une tuerie. Un jeu du doc. Le docteur! Docteur! Alors Qui ici, dit- il faut que tu saches, David, à l'émission, on est un des chouchous de l'émission, le docteur. Le docteur Kenidia, merci beaucoup. Le docteur Kenidia qui est un maître et pratiquement un dieu des jeux. Et Modern Art rentre dans une belle catégorie que j'appellerais les tech démos. Hein, c'est un jeu qui est basé autour des jeux d'enchères, mais qui utilise plein de façons différentes de faire des enchères. Mais justifié, c'est pas un exercice de style. Non. C'est Exactement, vraiment que ça- s'il en a mis 5, c'est parce que les 5 servent 5 façons de jouer avec les autres joueurs, complètement. d'interagir. 5 interactions différentes. Ouais, je trouve Ouais. ça royal. Et un jeu en fait hein, qui est réédité année après année sous des formes différentes avec des dessins Voilà. différents. Je La suis en nouvelle train- version est magnifique. La, là, d'ailleurs, la nouvelle la édition. nouvelle avec le toc-toc Ouais. qui s'en vient, mais elle est pas. Là, je suis en train de la checker, elle est pas encore sortie. Ah, ok, ok. Ben, mais il y en a une qui est Non, il y en a sortie une il y a qui peut-être vient un un an an ou et deux. demi. Là. Ah non, parce que là, il y a Avec un petit maillet d'enchères. Ouais, là ils sont en train Ah ouais, parce que encore. il y a une boîte qui fait des rééditions de luxe que je connais pas trop, mais j'ai leur acheté Winning Circle, qui est un autre très grand jeu de Knizia, ouais, que absolument. j'adore, et ils ont fait une édition qui tue, donc j'attends. Et je sais qu'ils vont faire Modern Art, ça va être quelque chose de beau, et je vais la voir. Magnifique, Modern Art. Alors on y va. Je vais changer complètement. Deux petits jeux deux jeux de party. En jeu de party, il fallait que j'en choisisse un en me disant lequel j'ai le plus joué. Ça a été Unanimo. Unanimo de Cocktail Game. Ok. C'est un jeu où on révèle une carte, il y a un thème dessus, et puis l'idée c'est de faire chacun va inscrire une liste de 8 trucs qu'il voit sur cette carte, et ça va marquer autant de points que le nombre de personnes qui ont marqué les mêmes mots. qui ont marqué le même mot. Et donc c'est un C'est peu un dessin. non, c'est à la fois un dessin, par exemple on va avoir Jules César, le buste de Jules César avec ses lauriers et puis avec marqué Jules César en dessous, par exemple. Et c'est con, mais ça marche super bien et nous on y a tellement joué. Ok. Et puis c'est ce qu'on appelle nous notre jeu pizza 4 fromages, c'est-à-dire le truc où il faut penser comme tout le monde. Et dès qu'on commence à pas penser comme tout le monde, T'es hors de la loupe. t'es et, hors de la loupe et c'est con mais ça marche. Mais j'ai vraiment. jamais entendu parler, mais je suis déjà. C'est super Tu me bon. l'as juste raconté, puis je suis comme ok, je veux jouer tantôt. Là. Là, c'est passé à l'épreuve du feu, on y a tellement joué qu'il est bon. Je vais sortir un peu des trucs que vous connaissez peut-être, parce que alors, Même ça. c'est un jeu très contextuel. C'est-à-dire que pour moi, j'aime Loup-Garou, mais il y a un jeu que j'aime plus que Loup-Garou qui est Spores. Sport. Spores, avec un Z à la fin. Ok. Mais attention, on connaît pas, on connaît c'est un jeu que je joue chaque année parce qu'on se regroupe. On a un énorme meeting de joueurs qu'on fait une fois par an dans un gîte où on va être. Et là, ça prend ça, Sports, parce que pour goûter au goût de ce jeu, il faut être entre, on va dire, un petit minimum de 12, entre 12 et 20. Ok. Et faut avoir un lieu où on va pouvoir se déplacer. C'est un peu comme un. Ça a Un l'air peu de- Room and a Boom. ça a l'air de ton genre de jeu, ça. Ah, Simon, moi, là. j'ai- Et- déjà, et- le c'est- Spores. on pourrait dire que c'est dans la vibe d'un loup-garou, sauf que c'est un loup-garou plus velu, un peu plus pour gamer. Parce qu'il y a des petits trucs. Il y a l'un de nous qui va être un infecté, on va dire une sorte d'alien dans un vaisseau spatial. On vient de se réveiller du sommeil cryogénique. Et l'alien, on ne sait pas qui c'est, bien entendu. Et parmi les autres, il va y avoir des gars lambda, on va dire l'équivalent des paysans, et puis des gars avec des rôles. C'est pareil, il va y avoir un système de jour-nuit. Mais là où est toute la beauté, c'est d'abord l'alien, à chaque nuit, il va pouvoir infecter des gens. Et les gens peuvent être soignés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une pente ascendante de gens qui meurent. Ça va Non. alterner. C'est-à-dire là. que tu peux te retrouver à un moment à jouer du côté obscur de la force parce que tu t'es fait infecter Mais tu pendant vas une nuit. changer. Mais Ah. d'un coup, quelqu'un t'a soigné, donc tu peux en parler. Mais qui va te croire? Intéressant. Autre chose, c'est le système. Pourquoi je dis que c'est compliqué à bien... il faut avoir un lieu où on est 20 et où on va pouvoir s'isoler. Tu peux te cacher dans des pièces. Puis... Parce que la règle est la suivante. Pendant la phase de discussion, on a le droit de se déplacer où on veut, mais un groupe ne peut jamais être formé de plus de 3 personnes. C'est-à-dire que si tu... Et on peut s'isoler. La seule personne qui a le droit d'être en plus d'un groupe de 3 personnes, c'est le capitaine qui est nommé. Lui, il a accès à C'est-à-dire que si tu es dans un groupe de 3 et que tu as envie de parler avec un groupe qui est dans la cuisine pour avoir quelques informations là-bas, ça veut dire qu'il faut que tu quittes ton groupe, fasses que un tu genre demandes d'échange. éventuellement au capitaine de voir, tu peux dire à quelqu'un là-bas de partir, et donc cette espèce de côté micro-groupe crée une paranoïa, et surtout
une diffusion de l'information qui est très particulière. C'est-à-dire, ouais. il m'a dit que. Super. Et voilà, Wow, donc wow, très très beau. Magnifique. Puis ça dure combien de temps de partie à peu près? Ça dépend du nombre, mais on va dire que sur un 15-20 personnes, comptez un 2 heures. Ok, c'est quand même assez corsé. Là. Ça peut être assez. Oui, parce que comme on n'est pas sur un trend où on va avoir des morts, non, il va y avoir une espèce. Est-ce qu'il y a de l'élimination de joueurs ou Alors, oui, il y a de l'élimination de joueurs, mais ouais, c'est un peu le problème de ce type de jeu, mais il y a une telle beauté à voir ce qui se passe et à comprendre a posteriori, ok, c'était ça qui était en train de se passer, parce que là, c'est plus difficile à lire qu'un loup-garou. Oh, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais. Ah, ben Magnifique Sport, c'est à suivre. Euh, On va jouer, on va vous revenir là-dessus. dans un Ouais, j'en épisode, doute pas, c'est Simon, clair. j'en doute là. Voilà. Testez-le dans un endroit où vous avez des pièces isolées et où vous êtes au moins 15 à 20. Bon, après, jeu que j'ai beaucoup joué ces dernières années et que je trouve cool, on en a fait plein de parties, c'est Castle of Mad King Ludwig. Oh, wow. Un classique pour nous aussi. oui. Ça marche, que dire, ça marche. Bon, C'est ouais. sa force, selon moi, c'est que tu peux gagner au point. Mais je vais te dire, j'en ai rien à foutre, t'as peut-être gagné au point, mais mon château il est plus. Oui, il y a Et un côté ça, esthétique voilà, et intéressant ça, avec c'est ça. énorme. C'est-à-dire que jouer en se disant je gagne, je perds, mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai vraiment pris du plaisir au jeu et à la fin, mon château il est beau. Pour un jeu quand même gamer, hein, t'sais, c'est pas un petit jeu. Là, Ouais, t'sais, mais c'est il est comme- pas- il est Non, pas trop il est pas raide. majeur, Ouais, mais t'sais, et pour un c'est- jeu quand même où il se passe beaucoup de choses, puis au final tu veux que ta construction soit belle. Absolument. Le système de construction est unique aussi avec des pièces qui sont rondes, avec plein de pièces de formes différentes. C'est pas Fermé, carré. c'est pas tout décoré, c'est- exact. Puis la mécanique du Master Builder, Ah, là, elle est excellente. elle est Elle magnifique. est Puis, excellente. à 4 joueurs, ça devient presque un jeu de négociation pour moi. là. Complètement, Parce que je suis absolument. comme, si tu me mets pas la pièce à tel prix, je te boycotte. Oublie, voilà, fait que t'auras c'est pas ça. d'argent. Donc là, j'incite les autres à le boycotter. Fait que Magnifique. Vraiment une belle. Super intéressant. On en a parlé Magnifique. beaucoup plus que toi, désolé, mais non, mais y a comme aucun tu peux voir, les problème. gros Ça nous a emballé. fans, là. Non, mais Castle of Mad King, hyper solide. J'irai sur. Allez, parlons d'une vieillerie qui marche toujours parce que j'y joue chaque année et j'aime toujours ça, c'est Acquire. Ça, c'est bon. Un jeu qui a été créé dans les années, je crois, en 67 ou 70. Enfin, c'est hyper vieux, Acquire. Sid Saxon. Sid Saxon. Un Monopoly actualisé, si on veut, hein, au niveau de la thématique. Alors, peut-être, le là. présenter comme ça, tu viens peut-être déjà de tuer des gens qui ne le connaissaient pas et qui se Ouais, disaient non. ouais, Non, ne l'écoutez pas, il est vilain. Non, c'est un des meilleurs jeux de bourse, au sens stock option, hein, on s'entend, existant. C'est simple, c'est de la prise de risque, c'est qu'est-ce qui va monter, dans quoi faut investir à tel moment, et on n'est pas dans un gros jeu gamer avec des règles à se taper Très dessus. simple, très simple. Mais alors, c'est beau, c'est pur, c'est essayer de comprendre, ok, toi tu es en train d'investir là-dessus, est-ce que je te suis pour essayer de suivre le mouvement, est-ce qu'on va réussir à faire monter ça ensemble, ou est-ce que là honnêtement tu vas être seul sur le coup parce que moi j'ai les tuiles qui vont t'empêcher de vraiment faire grossir ton truc, donc je vais te laisser t'embarquer là-dessus et je vais te tuer à un moment. Mais comme tu le nommes, je pense que ça vaut la peine qu'on prenne 2-3 minutes juste pour en parler un petit peu. C'est un sujet chaud dans notre groupe Acquire. c'est très très chaud. On s'entend que tu joues avec les vraies règles puis pas d'échange. Et là. il y a une règle maison que j'ai appris il y a pas très longtemps, donc petit Ah non, c'est peut-être clin pas d'œil ça. à Jean-François Hafner, un grand monsieur du jeu, qui on se croise. Il a en fait un site qui est un des plus vieux sites de jeux de société qui s'appelle jeuxsoc.com. Je soc. Jeu comme G-E-U-X, soc comme société, donc Ah, jeuxsoc.com, ok. Ouais. qui est une sorte d'énorme librairie de jeux en ligne et avec ses goûts à lui. Et ça, je trouve ça très bien. J'aime bien l'idée. C'est personnel. C'est à lui, personnel. C'est pas comme les ratings Et, de tout le monde, c'est qu'est-ce que lui pense. Et donc, c'est lui qui m'a apporté une règle maison sur Acquire et qui vous change. Vous connaissez tous Acquire Ouais, ici autour de la absolument, table. absolument. Vous connaissez le principe. On a des tuiles. Quand c'est mon tour, je pose une tuile et après, je peux faire mes achats d'actions, etc. Donc, règle très simple. Mais on sait qu'il y a un petit truc de blocage, c'est-à-dire qu'on peut vraiment décider de faire de la rétention de tuiles et donc de créer des situations de blocage avec ça. La règle maison, vous mettez à droite du premier joueur un jeton dealer, ok, qui va permettre de définir Qui est le premier joueur. premier joueur.
On joue un tour, quand on arrive au dealer, on déplace le jeton dealer à gauche et on déplace avec toutes nos lots de 6 jetons. C'est-à-dire que tu vas me passer tes 6 jetons, je te passe tes 6 jetons. Ça devient un draft et ça de vient jetons, Et donc on va retourner, mais c'est-à-dire que Mais ça force les tuiles à rouler. Ça va forcer les tuiles à rouler. Et en plus, je peux savoir que, ok, je te laisse ça, donc il y a une bonne chance que tu fasses ça. Ouais. Parce que t'es à ma gauche, donc comme je viens de passer mes 6 tuiles après un tour de table et que tu vas être le premier joueur parce que j'étais le premier joueur, ok, t'as ça, je vois dans quoi t'as investi, donc je peux préparer mon coup en me disant, ok, parce que lui, voilà, Wow. Et donc ça crée un truc, Super belle variante. c'est Ouais. une variante qui vaut le coup. Ben, en fait, on peut t'introduire justement à la variante que moi je préconise particulièrement. C'est que pour moi, Acquires, en fait, je l'ai jamais joué de façon avec les vraies règles. Je l'ai toujours joué avec des échanges. En fait, nous, on permet tous les échanges entre les joueurs. T'as pas le droit d'échanger tes tuiles, mais t'as le droit d'échanger tes actions et ton argent. Et pour de vrai, moi, je trouve que ça donne... Acquires, pour moi, c'est un jeu qui reste assez aléatoire au final. Beaucoup basé sur la chance pour un jeu qui est aussi... Sur la pige de tuiles, tout ça. Alors, Là, c'est sûr que cette variante-là que tu nous as proposée là vient déjà changer un peu la donne de cette chance-là. Alors que pour moi, quand tu rajoutes le paramètre d'échange, tu viens de créer l'un des plus beaux jeux de négociation auxquels j'ai joué dans ma vie. Je suis pas d'accord là-dessus. Je sais que t'es pas d'accord et je sais que les puristes d'Acquire ne sont pas d'accord. J'ai joué 3-4 games avant de m'apercevoir qu'il n'y avait aucun Ah oui, échange parce que moi dans j'expliquais le jeu aux Acquire. gens en leur disant qu'on pouvait échanger, je leur cachais la Et je vérité. ne savais tu pas. sais. Non. Et là je vois que toi t'es un C'est trop long. puriste et Ah, t'as moi, l'air d'avoir un je joue avec problème. je joue avec action cachée. C'est vrai que quand tu m'as dit ça, j'ai eu l'impression que mais à tester, pourquoi pas, mais j'aime pas trop ce que tu viens de dire. Mais j'aime beaucoup par contre la variante parce que c'est vrai, ça reste qu'il y a un petit peu d'hasard. Tu peux pas, il y a des trucs que tu peux pas choisir dans les tuiles. Tu peux prendre des tuiles au hasard, tu y Mais vas tu vois, avec je ce que serais tu peux. porté peut-être de mais- jouer sans échange en essayant cette Le variante-là draft, qui vient ça comme pas m'intéresse. dénaturer Donc, le jeu, Tu mais vois, juste... le principe c'est vraiment ça. On fait un tour, à la fin d'un tour, on fait tourner toutes nos tuiles et après on repart du joueur C'est suivant génial. et on Ah, tourne comme ça. c'est magnifique hein, comme idée. Moi, je suis gagné. Je vais peut-être d'ailleurs réessayer, remettre Acquire sur la table parce que moi, je refusais de jouer sans les échanges et les gens Moi, je refusaient de jouer avec les échanges, exactement. Fait qu'on y joue plus. En tout cas, voilà. Comme quoi on peut avoir. Et vous savez, tous ces vieux jeux où on se dit, c'est un vieux jeu, mais quand tu fais un jeu dans cette veine-là, essaye au moins de faire aussi bien que tes pairs. Moi, autre jeu que j'avais mis dans mon top 10, c'est. J'adore les jeux de majorité, il y a El Grande. Et quand on me sort un jeu de majorité. Alors, et en plus, je dis ça. Peut-être qu'en tant qu'éditeur, j'ai fait ou je ferai des erreurs et j'éditerai des jeux médiocres, ça arrivera peut-être, j'espère pas. Mais voilà, le truc c'est que malgré tout, faut essayer de garder ça en tête. Eux, ils existent ces jeux-là. Si tu vas dans ce truc-là, essaye de faire au moins aussi bien qu'eux. Dans le jeu de majorité, dans le jeu de territoire majorité, El Grande, c'est beau que ça en peut plus. Il n'y a pas une extension achetée, en tout cas pour les extensions cartes en plus qui apportent des actions en plus. Si vous connaissez pas ce classique, mais vous le connaissez tous, j'imagine, si vous écoutez cette balado ludique, c'est top, c'est vraiment top. Grand Ouais, puis chef-d'œuvre, c'est pas un jeu récent, hein, c'est un jeu Non. qui a créé un... Je vous ai dit dans mon top 10, on avait parlé des nouveautés, enfin des choses que moi j'ai aimé jouer ces derniers temps, mais là c'est vrai que j'ai mis des choses qui étaient un petit peu plus anciennes. C'est absolument correct. Là. Même Tikal, la série des masques, c'est pas des jeux, c'est des jeux qui datent de fin 90. Ouais, mais réédité maintenant, donc toujours Ensemble, d'actualité. là on parle toujours de jeux que je continue à jouer, c'est-à-dire c'est ça, que j'ai... exact. donc, Un top 10, hein, c'est pas nécessairement les jeux que tu Ouais. as joués l'année passée, c'est les jeux que tu juges qui sont vraiment qui ont eu une influence importante sur ta carrière de joueur. Voilà, alors on va après, si on y va vite, il va y avoir Imperial 2030 parce que Imperial 2030, j'adore les jeux de marché comme on est avec Acquire, jeu de bourse. Et en fait, Imperial 2030, il les traite parce que les règles sont très simples. C'est un magnifique McGertz avec son système de roues d'action. Je vous laisserai découvrir ça. Les règles sont pas compliquées. Et ça ressemble à un wargame, mais un peu à l'ancienne. Sauf que ça, on me l'a expliqué très vite. Si tu penses, parce que ça a l'allure d'un... Si tu penses qu'Imperial 2030 est un wargame, t'as déjà perdu. Parce qu'en fait, c'est un jeu où on joue des banquiers suisses qui allons investir dans des pays en essayant d'acheter des bons de ce pays. Et celui qui est
qui a le plus de bons du trésor de ce pays est celui qui contrôle ce pays. Mais ça vient tout ça. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attacher. Les joueurs qui se disent « Ouais, mais moi j'ai bien développé les États-Unis et donc je veux continuer. » Oh là 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 là, tu fais une erreur. Tu fais une erreur parce que quelqu'un d'abord peut racheter des bons et donc c'est lui qui va contrôler ce que tu as durement compliqué, que tu as durement construit. Et puis à l'inverse, de temps en temps, tu ruines un pays. Alors c'est amoral. On s'entend que c'est... Quand on y pense, je pense que sur le fond, c'est un des jeux les plus amoraux qui existent parce que tu vas ruiner un pays juste pour avoir le cash pour pouvoir investir dans un autre. Mais le jeu sert aussi à ça, il sert à être ce qu'on n'est pas au jour le jour, j'espère. C'est ça. Et peut-être un petit dernier pour... Alors, il y en avait deux. Il y a Cyclades, mais bon, parce que Cyclades, j'aime toujours y jouer, donc voilà, celui-ci, je vais le passer vite. Toute personne qui m'a connu au Valet de Cœur sait que j'aime Cyclades, donc voilà. Cyclades, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un genre de risque. Small. Et là... Arrête avec ces comparatifs-là. Non, en fait, je dirais que des gens qui jouent pas encore beaucoup et qui aiment la très bon jeu tremplin pour les jeux un peu plus corsés de confrontation, ça c'est super. Exactement, et surtout c'est un jeu qui fait aussi intervenir une composante construction que je trouve, et c'est un jeu hyper balancé, presque trop balancé, c'est-à-dire ce que j'appelle un jeu de loup, c'est-à-dire que quand on est proche de gagner, parce que Cyclades est une course, on gagne quand on gagne quand on a sa deuxième cité qui apparaît, et dans sa troisième. Ah putain merde, j'ai un trou. Est-ce que c'est sa deuxième métropole ou sa troisième métropole qu'on gagne? Ça fait un bout, mais dans ma tête c'est la deuxième. Il me semble que c'est la deuxième, vous m'excuserez cher auditeur. En tout cas, le fait est que quand on touche à la victoire, on n'est pas le seul. Et donc si on trébuche et qu'on réussit pas à accrocher sa victoire, on se fait marcher dessus comme il faut. Donc très cool. Et je vais finir... Et je vous embête plus après ça avec un gros jeu qui est Dominant Species. Voilà. Dominant Species. Alors, ça c'est magnifique. On a eu la chance d'en parler souvent. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Presque absolument. Tout dans ce jeu-là est bien conçu, bien construit. Et alors, ce qui est fou, c'est que les gens qui me connaissent savent que j'aime plutôt les jeux un peu plus légers, un peu moins longs, parce que je suis allergique à l'analysis paralysis. C'est-à-dire que j'ai des joueurs dans mon entourage, vous reconnaîtrez, qui peuvent bloquer pendant un certain temps avant de jouer. Et c'est quoi, mettons, juste rapidement comme ça, le temps que toi tu juges là, qui est acceptable là, en termes de minutes, disons là. Ah, pour un Dominant Species ou pour en général? Ah non, ça dépend. En fait, ça dépend du feeling du jeu. Et donc, voilà, j'ai le contre-exemple avec Dominant Species où je suis intéressé à chaque tour des autres. Ça fait partie des jeux que j'appelle des jeux où je suis debout autour de la table. Je n'ai jamais fait une partie de Dominant Species où au bout de 20 minutes, je suis pas debout en train de tourner autour de la table et à regarder ce que font les autres. Et donc, si on m'offre ça, si je ne m'ennuie pas pendant le tour des autres, parce que je suis vraiment attentif, j'ai envie de voir ce qu'ils font, parce que je suis en train de réfléchir à ce déroulement hyper élégant des actions, où ok, on va d'abord, et voilà, et c'est une sorte de mélange entre de la prise de majorité, une dose d'agression, une évolution de nos différentes races, avec un système hyper... C'est à la fois un gros jeu, mais le système d'arbre, c'est segmenté. La segmentation des actions et des phases fait que ça devient... On a fait un tour, on sait ce qui va se passer. Ouais, puis c'est un jeu quand même gros, mais il n'y a pas beaucoup de temps mort dans le jeu. Tu es presque tout le temps en train de placer une action, faire une action. Alors, c'est ça qui est fort, c'est que la segmentation fait qu'on n'est pas en train de se dire... C'est mon tour, j'ai 12 choses à faire. Non. T'es autour de cette phase. Et donc, on fait ça. Et donc, phase de clac, 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 clac. Et donc, à partir de là, je sens que ça va vite revenir à moi. Et je suis toujours intéressé. Et même si la partie dure 4 heures quand on joue, dépendant j'ai pas de problème à ça. Ça se passe tout seul. Ah, c'est un jeu qui a un flux très, très intéressant. Bon voilà. Ça nous amène pas mal à la fin. Merci beaucoup David, tu as été très généreux là, de paroles et d'informations. Ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir.
c'est sûr que dès que tu repasses à Montréal, tu nous le dis, on se fait un autre rencontre. Quand on aura bien avancé sur les prochains jeux, je vous en lâcherai un on petit va peu avoir plus. des scoops, là. On va Ouais, avoir des ok, scoops sans une problème. fois, là. En fait, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'est le nouveau format d'épisode avec invité. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je suis convaincu qu'on va en faire beaucoup avec invité. Bon, comme à l'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Balado Ludique. Et je vous encouragerais pour nous écouter, pour écouter le podcast. Il y a plein d'options, mais je vais vous en nommer juste une. C'est la toute nouvelle Stitcher, une application sur Android, iPhone, ordinateur. Vous pouvez vous abonner au podcast, ça va le télécharger gratuitement dans un format qui est très léger. Et à chaque fois qu'un épisode va sortir, vous allez avoir la chance de l'écouter. Messieurs, David, Jeff, je vous remercie. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous tous à l'autre bout du podcast. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. L'épisode remercie jeux.ca pour la diffusion du podcast. La musique est une gracieuseté de bensound.com.